Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Forum AGM. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a entamé ce lundi 15 avril 2024 une visite officielle en République démocratique du Congo à l'invitation du gouvernement. Au cours de ce voyage, le haut-commissaire rencontrera à Kinshasa le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des hauts responsables du gouvernement, toujours dans la capitale congolaise. Et il rencontrera également des représentants de la société civile, de la Commission nationale des droits de l'homme, des membres de partis politiques et de la communauté diplomatique. Il s'entretiendra également avec la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta, d'autres hauts fonctionnaires de la MONUSCO et l'équipe du pays des Nations Unies. Volker Türk se rendra également dans l'est de la RDC où il visitera les cas des personnes déplacées et aura une série de réunions avec des défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile. Le haut-commissaire tiendra une conférence de presse à Kinshasa à la fin de sa visite le jeudi 18 avril 2024. Qui sont les vrais exploitants artisanaux du bois d'œuvre en République démocratique du Congo? Cette question taraude les esprits des Congolais qui veulent voir l'exploitation des ressources forestières congolaises profiter aux communautés locales. Notre confrère Environews s'est penché sur la question. L'exploitation artisanale du bois d'œuvre est l'une des activités les plus lucratives en République démocratique du Congo. En effet, plus de 90% du bois d'œuvre du pays provient sans nul doute de ce secteur. On n'a pas connu l'ampleur de l'exploitation artisanale comme on le connaît aujourd'hui. Ancien gouverneur de la province de l'Équateur, Gabriel Mola Motia s'inquiète de la menace qui pèse sur les forêts de sa province. Il n'en revient pas. La plupart des exploitants artisanaux que moi j'ai connus quand j'étais gouverneur, eh bien, ils se limitaient juste à prélever 2 ou 3 arbres. Ils viennent vendre ici à Kinshasa ou ils vendent dans les parages pour juste attraper de quoi manger ou faire fonctionner une petite scierie locale. Depuis une dizaine d'années, la forêt congolaise est devenue l'Eldorado, mais surtout le Far West des exploitants artisanaux illégaux. La forêt, c'est tout le monde aujourd'hui qui entre. Il y a plus d'artisanaux que d'industriels. Un business qui s'est fait sous l'œil impuissant des gouvernants à tous les niveaux. Ici, dans la province, vous verrez même que si vous passez peut-être au niveau du bureau de gestion et contrôle forestier, demandez peut-être la liste des exploitants qui sont repris pour l'exercice 2023, vous verrez que vous n'aurez même pas 10 exploitants. Et sur terrain, on se retrouve à une centaine de permis non conformes à la loi, des permis que nous qualifions, nous, de politiques. Dans les provinces forestières de la RDC, la réglementation du secteur serait le cadeau des soucis. Est-ce par complicité ou négligence? Qui sont exploitants illégaux ici? Les membres du cabinet du gouverneur sortant, ses conseillers, des députés, des colonels, des généraux, que ce soit de la force terrestre, force navale, tout ça, des magistrats. Sachant que leurs fonctions sont incompatibles au commerce de bois, ces personnalités passent souvent inaperçues. On sait comment ça se passe. Généralement, quand vous êtes autorité, ce n'est pas vous qui exercez le commerce. Vous pouvez confier à votre femme, à votre enfant, mais donc toujours est-il que le bois, en tout cas, vous appartient. Parce que quand il y a des problèmes, le suivi est fait aussi par cette autorité-là. Quand vous êtes devant des exploitants illégaux, vous avez beaucoup de difficultés d'avoir des données, notamment les statistiques. Vous ne saurez pas la quantité de bois qu'ils ont exploité, parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils sont dans la clandestinité. Alors, vous ne saurez pas en réalité, ils travaillent avec qui est derrière eux, parce que c'est difficile de mettre la main dessus. C'est le cas dans la province de Mai-Ndombe, où c'est un député provincial qui y exploite impunément. Nous sommes tombés sur un lot de bois
environ 4000 mètres cubes de bois rouge. C'était dans les Kiri, dans le territoire de Kiri. Bien malheureusement, encore, ces bois appartenaient ou appartiennent à un dignitaire de la province. À 20 km de la ville d'Mbandaka, nous visitons un chantier d'un exploitant atypique. C'est un colonel d'armée. Il y exploite du bois d'œuvre depuis le mois de mars 2023. Il y a une difficulté grave. Comme un villageois, il y a un engagement, il y a quelque chose. Il y a une classe, avec une exploitation en Haïti, le colapé à Bimaki, il se peut être calme. Mais il y a un indice, il y a un indice de Haïti. Moi, je vais faire la classe. Nous sommes tous les qui peuvent nous Dans ce village de Bongondé, territoire de Bikoro, les colonels ne se limitent pas seulement au bois d'œuvre, mais ils fabriquent aussi du charbon de bois, vendu à Mbandaka et à Kinshasa. Ici, même les arbres à chenilles n'ont pas échappé au bruit des tronçonneuses. 10 000 euros, à Aïsou, au Chanel, Bissau, Faso, Mossou, 5 000, au Mossou, 10 000, il y a 10 000, il y a Minene, il y a Mikel, 5 000, il y a un Sili, il y a un hôtel. Il y a une machine, il y a un passo. Si on peut y avoir un conduit moto à 6 000, oui, na lilobani no yo kolobate ojo misela. Net yes, puis mabe, kolobana mbami balemi sato bote bi bata mbata. Dans l'Équateur, comme dans la Chopo et les Maïndombe, 3 provinces que nous avons visitées, parfois les forêts sont exploitées à crédit. Et pourtant, la réglementation forestière voudrait que l'exploitant s'acquitte d'abord de ses obligations légales avant de démarrer ses activités. Bien que la loi demande de se déclarer d'abord, nous, on ne saura pas le faire parce que les moyens sont maigres, de façon que si vous rentrez, vous allez de ce côté-là, vous commencez par payer les taxes et consorts, donc vous redevenez nulle part, vous ne saurez pas travailler. C'est pourquoi nous avons opté une manière de travailler en sorte que nous allons d'abord en forêt, nous exploitons et le produit que nous allons amener et nous venons payer nos taxes par rapport au lot que nous ramenons de la forêt. Ça fait longtemps que nous avons œuvré dans l'illégalité et cela ne nous avance pas. Et quand nous rencontrons des obstacles, il n'y a pas où aller se plaindre. Et là, ça pose problème, ça revient contre nous-mêmes et nous ne savons pas progresser. Malgré leur bonne volonté de se conformer à la loi, parfois, ces exploitants sont découragés par certains administratifs véreux. Au départ, si vous payez tous les documents, vous amenez avec le bois et vos documents. Mais arrivé à Kin, chez les inspecteurs, vous présentez les documents, on vient vous dire que voilà, non, on a vu les documents, mais ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui manque? Alors, vous êtes obligé de négocier et de payer. Toutefois, ces commerçants de bois restent optimistes quant à l'avenir de ces secteurs. Les illégaux, nous, on n'a pas vraiment la force suivante. Hein. On ne peut pas, nous ne sommes pas la police ni l'État. C'est l'État qui a la responsabilité de ramener tout le monde à être légal. Parce que maintenant, là, nous entrons dans la phase de l'organisation, de la structuration même. Si l'État peut nous venir en aide, et on peut nous subventionner de manière que nous puissions avoir maintenant des documents légaux et exploiter de bonne manière. Bien encadré, les secteurs de l'exploitation artisanale du bois pourraient devenir pourvoyeurs d'emplois et du bien-être et contribuer ainsi de manière significative à l'économie nationale. On peut même arriver à les regrouper, par exemple, dans une régie ou dans une coopérative ou dans une organisation et renforcer leurs capacités, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus compétitifs
à la fois sur le marché local et sur le marché international. En attendant, les tracasseries administratives, les permis politiques, la non-délivrance des permis de coupe et les manques de contrôle forestier restent autant d'ingrédients qui contribuent à la pérennisation de l'exploitation artisanale illégale du bois en RDC. Nous pensons que si l'autorité de tutelle, que ce soit au niveau central ou au niveau provincial, suivent nos recommandations ou mettent en œuvre nos recommandations, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Après 2 ans de formation et de rééducation à Kanyamakasese, un premier lot d'ex-Kuluna, devenu bâtisseur de la nation, est arrivé dimanche 14 avril 2024 à Kinshasa. Jusqu'à mardi 16 avril courant, ils seront au total 1200 à fouler les sols de la capitale congolaise pour un objectif bien précis, fabriquer des bons que le service national offrira gratuitement aux écoles qui en manquent et réhabiliter l'hôpital général de Kitambo. D'autres seront affectés dans d'autres provinces pour les mêmes travaux de construction, modernisation et réhabilitation, formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie. Ces jeunes seront déployés à travers le pays pour servir la nation à travers l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux. Les groupes installés à Kinshasa et logés dans la commune de Lansele. Et puis, la Banque mondiale, par le biais du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses publiques en RDC encore, sous la coordination du COREF, a doté la direction de gestion de la base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement des BDR de la fonction publique des véhicules, geste qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du fichier de référence de l'administration publique FRAP. C'était vendredi 12 avril 2024 au siège du COREF, ici à Kinshasa. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, que son directeur des cabinets adjoints a réceptionné des mains du secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, Godefroy Missenga, les clés des véhicules 4x4 Pimpan 9, dont de la Banque mondiale à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore. Ces véhicules qui viennent renforcer les charrois automobiles de la direction de la gestion de la base des données numériques, des ressources humaines et de l'État recensé des BDR vont faciliter la mobilité de l'équipe et du projet du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye CIGRH Paye. Les standards internationaux recommandent que l'enveloppe salariale tourne autour de 45%. Et le manque de maîtrise de fichiers de fonctionnaires fait que nous allions à des taux de rémunération qui dépassent cette norme internationale de 40%. Et tout ceci a fait que le ministère de la fonction publique a amorcé des chantiers majeurs de réforme pour assainir le fichier dans le but de maîtriser l'enveloppe, étant donné que la pratique actuelle, le budgétaire actuel, si on continue, nous consommons presque la moitié du budget pour payer les salaires, alors qu'on ne finance pas les autres rubriques, notamment les dépenses d'investissement, qui deviennent des dépenses résiduelles après qu'on ait payé les salaires. Il était donc important, et vu les efforts qui sont déployés au niveau de la fonction publique, les bailleurs ont été attentifs et ils sont venus accompagner ces efforts au travers du projet encore pour accompagner le ministère à assainir le fichier et déboucher sur un fichier de référence qui va rationaliser les effectifs et arriver à une enveloppe qui serait soutenable et surtout dégager un espace budgétaire pour les autres domaines du budget, notamment les investissements majeurs qui font défaut pour le pays. Vous le savez,
Nous sommes en train de financer le mission en province et aujourd'hui on est en train de collecter les résultats, mais la direction avait des soucis majeurs de s'émouvoir, de faire les contrôles, la coordination de ce qui s'est fait sur le terrain. Et le but c'est donc de permettre au directeur qui a en charge la coordination de cette réforme d'être mobile et surtout de palper du doigt sur le terrain de ce qui s'est fait. Justin Moutoumossi, directeur chef de service de la direction de gestion de la base des données numériques, des ressources humaines et de l'État recensé des BDR, a promis à son tour que ces engins roulants réceptionnés seront utilisés en bon escient. C'est le secrétaire exécutif du projet, appuyé par la Banque mondiale, pour ces outils de travail que nous recevons avec satisfaction pour les bons accomplissements des tâches qui sont les nôtres, car les défis sont énormes dans ces chantiers de la maîtrise des effectifs et nous osons croire qu'avec ces outils, nous aurons beaucoup plus de facilité pour esquiver ces difficultés sur le plan logistique. Et rassurons à l'autorité du VPM ici représentée qu'effectivement c'est un bon père de famille que nous allons en faire usage. Encore une fois, merci aux partenaires que la Banque mondiale à travers le projet encore. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme relative à la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'administration publique et de la masse salariale qui vise à remédier à l'une des faiblesses dont souffre la gestion des finances publiques en RDC depuis plusieurs décennies, notamment celle liée sur l'absence de la maîtrise des effectifs et de la pratique des enveloppes globales non nominatives qui affectent la qualité de la dépense de la paie du personnel. Au nom du vice-premier ministre empêché, nous sommes très ravis de cet apport ou de cet accompagnement de la Banque mondiale via COREP qui a songé de soutenir la direction d'identification biométrique des agents par ces engins pour sa mobilité. Cela prouve à suffisance que la Banque mondiale est en train d'appuyer réellement le gouvernement congolais dans ces combats-là. Parce que le souci du gouvernement est d'avoir un fichier de référence, un fichier fiable des agents publics de l'État qui aura comme impact aussi sur le trésor public par rapport au salaire des agents. Dès qu'on a la maîtrise des effectifs, on a un fichier fiable, ça nous permettra d'avoir une enveloppe bien précise qui pourrait destinée au paiement et avoir d'autres réserves par rapport à d'autres projets. C'est ainsi que nous sommes là pour remercier encore nos partenaires par rapport à ça et que ça ne soit pas le dernier geste, qu'à chaque fois qu'il y a des occasions, qu'ils puissent appuyer le ministère de la fonction publique parce qu'il y a plusieurs choses à faire et ce n'est que le début que la Banque mondiale retrouve ici notre gratitude par rapport à ces gestes. Il s'y est de signaler que ces efforts visent à renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de la 52e réunion du Conseil des ministres, tenue au mois de mai 2022, avait instruit les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics et le ministre d'État en charge du budget de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages des fichiers des références des agents de l'État. L'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'insécurité causée par le régime de Paul Kagame sous couvert des terroristes du M23. Le gouvernement congolais est appelé à mettre en place des politiques économiques intelligentes pour équiper l'armée dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Jérôme Sekana Papa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ASBEL Toile d'Araignée, répond aux questions de nos téléspectateurs en rapport avec les secteurs des télécommunications. Suivez. Debout Congolais, unis par l'essor, unis par l'effort. Notre effort pour terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo doit être croissant. La fois passée, nous vous avions parlé de la loi cadre
sur les télécommunications en République démocratique du Congo qui était tripatouillé et avec le concours des opérateurs des télécommunications privés en RDC, chose qui ne peut pas être acceptée sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis, en Europe, dans la mesure où les opérateurs privés commencent à gérer des backbones de la fibre optique, de gérer la plateforme d'interconnexion, de gérer le gateway, de gérer les points d'atterrage. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être acceptées en République démocratique du Congo parce que non seulement l'État perd beaucoup d'argent, mais nous sommes à nu à travers le monde. Et il y a même des opérateurs privés qui font ce travail-là, qui accèdent à toutes nos informations. Alors, pour vous donner une toute petite idée de ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi nous nous acharnons, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de l'ASBEL toile d'araignée, pour que cette loi cadre-là soit réélue et qu'on réintègre la centaine d'articles qui étaient tripatouillés pour permettre à l'opérateur public qui se trouvait être la SCPT de pouvoir retrouver tout ce pouvoir régalien. Suivez cet extrait d'un documentaire très important. La réponse aux événements du 11 septembre aura donc pris la forme d'une carte blanche pour espionner n'importe qui, n'importe où. L'autre réaction au 11 septembre a été la prise de mesures très strictes. Il fallait agir de façon à ce qu'une attaque de ce type ne puisse plus se reproduire. Mais pour que ces nouvelles mesures portent leurs fruits, la NSA doit entrer de plein pied dans l'ère des communications modernes. L'essentiel des communications, qui s'effectuaient jusque-là par le biais de signaux satellites facilement interceptables, transite désormais par des câbles à fibre optique enfouis sous les mers. Pour mieux comprendre le défi auquel est confrontée la NSA, nous avons suivi le trajet d'un email à travers la planète. James Bamford est à Kuala Lumpur pour effectuer des recherches sur le réseau de communication d'Al-Qaïda. Dans un café possédant une connexion Wi-Fi, il tape un email à l'intention de notre producteur à Boston. Son message est anodin, mais il contient des phrases et des mots-clés que les superordinateurs de la NSA sont programmés pour repérer. Comme par exemple, faire sauter la Maison Blanche, détruire le Capitole ou guerre biologique. Lorsqu'il appuie sur la touche Envoi, son email rejoint instantanément les dizaines de messages qui transitent par le réseau Internet sans fil. Ces messages sont ensuite acheminés vers un grand centre de télécommunications de Kuala Lumpur. Là, les données analogiques sont converties en signaux numériques qui sont envoyés sous forme d'impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique s'enfonçant dans la mer de Chine méridionale au large des côtes de Malaisie. En chemin, l'email de James Bamford se mélange à des milliers d'appels téléphoniques, d'emails et de fax en provenance de centaines de villes asiatiques. Puis cet amas de données traverse l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière. 5 centièmes de seconde après que le message a été envoyé, il arrive à 2 mètres sous cette plage de Californie, près de la ville de Morro Bay. C'est ici, sous les pattes des mouettes et les pieds des surfeurs, qu'arrivent les communications en provenance d'Asie. À quelques kilomètres dans les terres, les messages transitent par un petit bâtiment anodin près de San Luis Obispo. Si vous voulez espionner les communications internationales, San Luis Obispo est l'endroit idéal. C'est ici qu'arrivent 80% des communications en provenance d'Asie. Mais ce n'est pas là que la NSA commence son travail d'écoute. Les données continuent à transiter à travers des câbles jusqu'à un bâtiment de San Francisco.
Ce bâtiment, situé au 611 Folsom Street, est un centre de communication de AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie. Toutes les communications internationales arrivent au 7e étage où s'effectue une opération cruciale. C'est également par le 7e étage que transitent les communications nationales. Une cacophonie de millions d'échanges fait de larmes et de cris de joie, d'espoir et de rêves, d'emails, de fax, de relevés bancaires, de réservations d'hôtels, de poèmes d'amour et d'avis de décès, émanant de personnes se trouvant aux États-Unis. Leur seul point commun, leur caractère privé. En 2003, un ingénieur de AT&T remarque que les câbles du 7e étage ont été reroutés de façon à envoyer toutes les communications nationales et internationales dans une pièce secrète au 6e étage. C'était clairement une installation de la NSA. J'imagine qu'ils dupliquaient toutes les données transitant par Internet. Donc ça voulait dire traiter d'énormes quantités d'informations provenant aussi bien des États-Unis que du reste du monde. Quand j'entends l'expression « écoute téléphonique », je me représente toujours quelqu'un avec un imperméable, un chapeau noir et des lunettes de soleil qui rôde à la nuit tombée pour placer un micro en espérant que personne ne le remarque. Mais dans ce bâtiment, les écoutes se pratiquent en plein jour. Les fibres optiques ont été coupées pour pouvoir intercaler un système d'écoute capable d'intercepter toutes les communications entrantes. Brian Reed est expert en communication et il a examiné les documents internes fournis par l'ingénieur de AT&T, Mark Klein. Ceux-ci montrent que la pièce secrète contient du matériel électronique destiné à passer au crible tous les messages, à la recherche de mots-clés identiques à ceux que James Bamford a mis dans son email à Kuala Lumpur. Le système le plus atypique dans cette pièce, c'est un appareil permettant de rechercher en temps réel tous les messages contenant un mot donné, comme par exemple colibri, ou bien tous les messages envoyés dans la ville de Mobile, en Alabama, ou encore tous les messages contenant le mot colibri envoyés dans la ville de Mobile, en Alabama. La NSA a donc tourné ses oreilles géantes en direction de l'Amérique. D'après ce que je sais, il y aurait entre 15 et 30 pièces secrètes de ce type aux États-Unis. La législation post-11 septembre autorise donc la NSA à espionner les Américains sur le territoire national comme à l'étranger. Vous venez de comprendre qu'on ne badine pas avec la sécurité. On ne badine pas avec le secteur des télécoms. Je vous ai dit, c'est un secteur qui ne subit pas des chocs exogènes et endogènes de l'économie. Même pendant la Covid, le secteur des télécoms a continué à prospérer. Je vous ai dit la fois passée, la Chine mobilise par jour 1,5 milliard de dollars. Et bien, si nous nous organisons, si nous revoyons les choses au niveau de cette loi 4, la SCPT va engranger ne serait-ce que quelques dizaines de millions par jour. C'est possible. Pourquoi, là où la République peut gagner suffisamment d'argent, les opérateurs économiques privés se ruent là-bas et essaient de corrompre pour s'approprier ce qui revient à l'État? Bien sûr que les opérateurs privés doivent faire des bénéfices, mais on ne doit pas imposer à l'État congolais de céder ses pouvoirs régaliens, de céder ce qui lui revient de droit. Et ici, avec les concours de la Banque mondiale, nous n'arrêterons jamais de dénoncer cela. Nous avons un parc téléphonique important qui contient plus de 45 millions de cartes SIM activées. Faites un petit calcul. Chacun de nous dépense combien pour les appels, les mégas? Nous avons des Congolais qui acceptent de dormir affamés, mais d'acheter des mégas, d'acheter des unités. Et le téléphone, c'est devenu les gadgets par excellence que nous utilisons matin, midi, soir. Sur 24 heures, il y a ceux qui tiennent leur téléphone pendant 20 heures.
10 heures, ainsi de suite. Ce sont des milliards. Nous devons nous organiser pour faire en sorte que l'État puisse aussi puiser quelque chose. Il y a de l'argent dans les secteurs des télécoms. Ce qui est grave, c'est que même la fibre optique que la Banque mondiale a financée pour la SNEL, c'est-à-dire il y a une ligne de fibre optique qui va des Inga jusqu'au Katanga, pour un coût de 7 millions de dollars d'investissement, eh bien, avec là-dedans plus ou moins 48 corps. Des corps, ce sont des paires de fibres optiques, où vous avez là-dedans la 47e et la 48e qui sont gérés, donc les deux corps sont gérés au niveau de la SNEL, et le reste sont gérés maintenant aujourd'hui par les sociétés de télécommunications en violation des textes, parce que c'est la SCPT qui devrait bien gérer ces câbles-là et faire en sorte que les recettes qui reviennent soient peut-être données une partie à la SNEL. Ironie du sort, je vous informe que les opérateurs des télécoms s'étaient arrangés pour donner seulement 7 millions de dollars. J'ai dit bien 7 millions de dollars pour 15 ans. 15 ans pendant lesquels ils vont gérer ces trafics-là, ce qui est une arnaque du siècle. C'est rien que cette fibre-là, le flux des informations qui sont véhiculées, ça peut ramener des dizaines de millions de dollars par mois. Donc, nous demandons ici, tout à fait cessante, aux autorités du pays qui nous suivent, d'auditer ce contrat-là léonin. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui bouffent là derrière. Il faut auditer ces contrats léonins parce qu'on ne peut plus tolérer. Et tous ceux-là qui ont concouru à la destruction de l'opérateur public en République démocratique du Congo doivent répondre de leurs actes. Il faut ici que le procureur général de la République qui nous suit puisse se saisir de ce dossier. Nous avons des éléments et on ne doit plus laisser aux gens, on ne doit plus permettre aux gens dans ces pays de se comporter. Nous sommes en guerre et voilà que nos informations, toutes nos autorités sont sous écoute. Tout ce que nous faisons ici est connu de l'autre côté du Rwanda parce que Liquid Telecom, là-dedans vous trouvez des Rwandais. Pourquoi? Parce que dans Liquid Telecom, vous avez Rwandatel qui est actionnaire. Donc nous sortons l'argent pour donner à Rwandatel et le Rwanda qui nous fait la guerre. Est-ce que c'est acceptable ça? Nous n'allons pas seulement aller nous battre à l'Est et ne pas nous battre à l'intérieur du territoire national pour priver ceux qui nous font la guerre de l'argent et surtout de notre argent. Madame, Messieurs, ce magazine Forum AGM est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis et bon début de la semaine à toutes et à tous.